Telmisani, parlons de l'islam justement et des sociétés, puisque vous en parlez dans votre livre. Alors vous avez parlé tout à l'heure du maillot légitime ou du maillot illégitime par contraste, qui montre que la montée du conservatisme en Égypte a chassé des plages publiques des femmes qui, comme vous, portent un maillot une pièce, plutôt que le burkini, comme on l'a appelé en France, et que dans votre livre vous appelez le costume de Catwoman. Pourquoi, selon vous, je sais que c'est une vaste question qui occupe pas mal de gens, mais pourquoi, selon vous, l'influence des pays du Golfe et de l'Arabie saoudite est-elle si forte sur l'islam actuel? Il y a un rapport de pouvoir, évidemment, entre l'islam tel qu'il est pratiqué, l'islam politique surtout tel qu'il est pratiqué dans la région, et la capacité des pays du Golfe en particulier de se présenter comme le représentant des pays arabes aujourd'hui par le biais de la richesse en particulier. Et donc, le rôle de l'Égypte s'est retiré au cours des 30-40 dernières années. L'Égypte qui était un peu le centre du monde. Le centre de la culture, oui. Etc. Et les pays du Golfe ont commencé à jouer un rôle primordial de par la richesse de ces pays, comparé à l'appauvrissement de la société égyptienne et du pays en général. Et du coup, les valeurs qui se sont promulguées, qui ont été diffusées et promues et qui venaient des pays du Golfe vers l'Égypte à travers des Égyptiens qui sont partis dans les années 70-80 travailler dans les pays du Golfe et revenus en Égypte pour s'installer et pour acheter leur nouvel appartement et leur nouvelle voiture, etc. Cette culture-là a changé et a vu un changement drastique à partir de ce moment précisément. Donc pour revenir au maillot légitime, moi je suis née en 1965 et donc j'ai vécu une trentaine d'années de ma vie en Égypte. Jusqu'au début des années 80, il était impensable qu'une femme puisse porter le voile, impensable. C'est-à-dire que c'était une vision dans la rue pour moi, en 1982-83, de voir une femme voilée. Dans ma famille, je viens d'une famille musulmane, aucune femme n'était voilée. Au contraire, toutes les femmes portaient les petites robes, les grands décolletés, etc. Et ce n'était pas nécessairement par manque de conservatisme, parce que les valeurs restent conservatrices quand même. Mais les femmes s'habillaient autrement. Alors, à partir des années 80, le retour des Égyptiens qui ont travaillé dans les pays du Golfe sont rentrés avec des valeurs qui viennent de cette région en particulier, beaucoup plus conservatrices d'un côté, et la montée de ce qu'on appelle l'islam politique, la création par exemple de tous les partis islamiques dont on parle aujourd'hui ont été créés en 1980, 81, 82, où on parle de Hezbollah ou de Hamas ou de... les frères musulmans étaient là depuis les années 20, mais ils ont commencé à prendre plus de poids et ainsi de suite. Donc les années 80, c'est vraiment le moment où on voit un changement drastique qui s'exprime dans la société et qui prend comme emblème le corps de la femme. Il faut le couvrir, il faut démontrer cette idéologie à travers les apparences, et qui on va utiliser comme un instrument de bataille, ce sera le corps féminin. Et du coup on le couvre et on le persécute d'une certaine manière. Il y a des pays évidemment qui ont transformé le hijab en loi, comme en Arabie Saoudite, et ça c'est déplorable, évidemment, parce qu'il n'y a aucun choix devant les femmes saoudiennes, elles doivent porter le voile. Il y a d'autres pays, comme l'Égypte, qui ont suivi la mode, et qui, aujourd'hui, à 99%, à peu près, les femmes sont voilées en Égypte. Et donc, du coup, en tant que majorité, elles oppriment les minorités à laquelle moi j'appartiens aujourd'hui, alors que ce n'était pas le cas il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans. Et ce mouvement est-il, il semble irrésistible en ce moment, à tort ou à raison, est-il réversible? Qu'est-ce qui fait en sorte que cette traduction politique, là, en parti politique, parti PARTIS, là, qui instrumentalise le corps de la femme, comment expliquer que ce terreau soit si fécond,
aussi. Puis est-ce qu'on peut renverser la vapeur? Parce il s'élève des voix contre ce mouvement. Absolument, à l'intérieur de l'Égypte, et je reste en contact avec toute la jeunesse égyptienne révoltée, surtout après la révolution en 2011. Il y a un mouvement extraordinaire où les femmes commencent à rejeter le voile. Ça, on le voit et on le constate, et c'est bénéfique pour la liberté d'expression plus qu'autre chose. Mais en même temps, je crois qu'avec la pauvreté, la situation a empiré, et c'est un peu ça le terreau de base. C'est la situation économique qui pousse ces femmes à porter le voile, à se replier sur elles-mêmes, sur une identité qui leur semble plus solide que leur identité précaire au niveau social et économique. Et du coup, évidemment, ça pose problème, parce que la plupart du temps, il y a plein de femmes voilées en Égypte qui sont des amies et qui sont des membres de ma famille, qui me disent mais c'est un choix. Et moi, je conteste ce terme-là. Ce n'est pas un choix. Si c'est un choix conditionné. Et c'est conditionné par la situation sociale, économique de la femme, mais aussi par son entourage, par la pression sociale, par la présence de ses partis politiques avec leur TV, avec leurs médias, et ainsi de suite. Mais Telmisani, malheureusement, le temps s'écoule à toute vitesse. J'aimerais qu'on termine très brièvement sur une note poétique. Vous racontez un jour votre émotion en lisant en arabe un poème de Mahmoud Darwish, grand poète palestinien, un soldat rêvant aux tulipes blanches. Le temps nous manque pour en lire un extrait ici, mais ce qui vous a ému, c'est dans ce poème, c'est le désir, dites-vous, de condamner toutes les guerres, qu'elles soient légitimes ou provoquées. Aucune guerre ne fait donc le poids devant les tulipes blanches et le café de sa mère? Aucune guerre, aucun massacre. Je suis une pacifiste convaincue. Mais Telmisani, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre recueil d'essais qu'il faut lire impérativement. Ceci n'est pas un paradis, chronique nomade, traduit par Mona Latif Gattas et publié chez Mémoire d'Encrier. Parking Nomade est diffusé à l'antenne de Radio VM, à la régie Daniel Fortin, au microphone Marie-André Lamontagne. Excellente suite de programmes à l'antenne de Radio VM. À la prochaine.